Madame, monsieur, bonsoir. Nous avons avec nous ce soir monsieur Compère, qui est de bonne humeur. Oui, toujours de bonne humeur, j'essaie. Ouais. Madame Selkal, Nadia, Bonsoir. tout autant ravissante et de bonne humeur. Merci. Monsieur Gagnon, qui est arrivé illuminé, bien, heureux, gracieux. Ça vous étonne? Et de... Non, ça ne m'étonne pas. D'accord. Tout le monde sait que tu es un garçon gentil, accommodant, souple, très très prévenant, qu'on fait comme le pape. On avait dit qu'on faisait pas de Comme cancan. le pape. On fait pas de coco. Oui, d'accord, ne te cherche pas. Voilà. Bon, deux petits mots quand même. Passage obligé sur les municipales qui ont commencé lundi, Oui. avec une foultitude de candidats, 117. avec 117 listes. avec une foultitude de femmes, plus qu'en 2008, je ne sais pas dire une 13. bêtise. 13, il y en avait 11 en 10. 10, 8, pardon. 8, on est passé à... Bon, oui, 8, c'est ça. Aussi, beaucoup de non-inscrits, enfin, des gens même Non, qui pas de appartiennent à des partis, mais qui... Sans éthique. sans étiquette, oui, voilà, sans étiquette. Beaucoup de gens sans étiquette, des gens démarqués, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Sans vouloir dire que ça soit de seconde zone. Et, comme dirait mon père, je me prends à deux mains pour dire ça, qui n'ont pas encore le physique de l'emploi. Beaucoup de gens, oui, c'est dur. Ah oui, je sais que la démocratie ouvre la porte à tout le monde, mais depuis 2 mois, j'entends des discours, j'entends des promesses, enfin, j'entends des annonces, j'entends des choses irréalisables. Et je crois qu'on va en parler tout à l'heure, il y a un sujet sur le mensonge de la politique. Je crois qu'il faut quand même dire aux gens que ce sont des municipales. Il y a des petits budgets municipaux où 70% de ces budgets sont consacrés au traitement et salaire des fonctionnaires. Il reste un petit 30% qui est consacré à l'amortissement souvent des emprunts qui ont été faits. Et puis qu'il reste un petit 20% des sommes qui ont été perçues. Que si le maire réalise ce qu'il promet, il faudrait faire comme ça a été fait au Grand Mont, rectifie-moi si je dis des bêtises, au début de l'ancienne mandature. Sortante, ouais. Doubler les impôts. Et puis la crise, et puis cri et hurlement, et puis insulte à l'égard du maire. Alors, pendant ces 15 jours-là, je n'ai pas de conseil à donner, c'est la démocratie, c'est de modérer les annonces farfelues. Je vous laisse parler là-dessus. Mon prend ballon là. Réquisitoire. Non, c'est pas un réquisitoire, mais bon, alors allez-y. C'est un procureur alors. Oui. Allez-y. C'est pour ça qu'il file la balle, monsieur, débrouillez-vous. Non, mais enfin. Bon, d'un autre côté, il est normal, pas seulement habituel, mais normal, qu'un candidat qui se présente contre le sortant déclare être capable de faire beaucoup mieux. Bien. Forcément, ça l'oblige à forcer le trait. Ça l'oblige à mettre le doigt sur tout ce qui, selon lui, et selon ses conseillers, ne va pas, n'est pas fait, est mal fait, est à refaire, etc. Alors forcément, il ne peut que faire des promesses puisqu'il n'est pas en charge. Le problème, c'est effectivement, là je te rejoins, c'est de ne pas faire des promesses dont on sait pertinemment qu'on ne pourra pas les tenir. Et alors ça, est-ce que c'est être menteur ou pas? Je ne qualifierai pas de la sorte, mais je dis que c'est peut-être donner de faux espoirs aux électeurs en leur laissant à croire que tu pourras tout régler en 6 ans. Donner de faux espoirs aux électeurs en leur laissant croire, ou à croire, c'est tout à fait correct, que l'on pourra tout régler en 6 ans. Je retiens ça. Nadia. Je sais pas, je pense que la période d'élection, quand on est un homme politique, quelque part on vend du rêve. Oui. Est-ce qu'un électeur va véritablement, entre guillemets, juger les différents candidats sur le côté réaliste et réalisable de ces promesses? Est-ce que derrière, les gens ne sont pas plutôt à la recherche d'un messie, le mot est trop fort, mais d'un homme providentiel qui vend un rêve, quelque chose de possible. Et en plus, à l'échelle des communes, je trouve que ça prend tout son sens. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, et que les hommes politiques, finalement, les candidats, ils jouent de cette partie un petit peu vendeur de rêves, c'est sur ça que ça se joue. Mais moi, j'avoue que j'assimile ça plutôt à un jeu. Ça fait partie du jeu politique. D'accord. Monsieur Gagnon. Oui.
Les approches sont toujours pertinentes, mais je crois qu'en réalité, il y a plusieurs éléments qu'il faut mettre bout à bout. L'élection municipale, c'est l'élection d'une commune, c'est l'élection première du système démocratique dans lequel on vit. On élit un maire, c'est-à-dire le premier magistrat de la collectivité. Avec qui on a des contacts tous les jours, qui règle des problèmes immédiats. Qui est censé, aujourd'hui, le maire, règle la vie de la cité, le quotidien de la vie de la cité. C'est une élection de proximité, ça implique qu'il y a des problèmes de trottoir, il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes de définition de zone habitable par zone habitable, de zone agricole. Bref, le permis de construire. C'est l'organisation du territoire qu'il a à gérer. Le candidat présente un programme, il présente un projet, il présente une vision. Mais le candidat, c'est une personnalité. Cette personnalité, en réalité, quand on regarde les résultats précédents de toutes les élections municipales qui ont lieu à la Martinique depuis une année et un an, on va distinguer deux sortes d'élus. Je crois qu'il y a l'élu qui est la personnalité qui suscite le plus d'adhésion, parce qu'elle a un projet, parce qu'elle a une vision, puis puisqu'elle a un discours, et qu'elle est une personnalité qui suscite une certaine admiration. Et puis il y a le candidat, il y a l'élu qui incarne la commune. C'est-à-dire qu'on voit ce candidat, il est maire d'une commune, il se dit oui, il porte la commune en lui. Et c'est peut-être ces deux facteurs qui vont faire que les gens vont plus voter pour lui, plus adhérer à son discours, et qui vont avoir des maires qui peuvent durer 18, 24, voire 30 ans, si ce n'est pas 36. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui différent où mais dans les deux cas, son discours est juste. Hein. Ouais. Dans les deux cas, il a un charisme, et dans l'autre cas, il porte la commune. Mais je te parle de l'autre farceur qui vient compter fleurette. Je ne suis pas de ceux qui vont dire c'est le farceur qui compte fleurette. Je crois que il y en a qui croient à leur discours. Oui. Ils croient en leur discours. Et même celui qui porte un projet sérieux, qui va susciter un intérêt particulier peut-être de notre part, il y a le discours, le rêve vendu, comme disait, et puis il y a la réalité communale. Un candidat, quelqu'un qui n'est pas au conseil municipal, qui n'est pas dans la majorité municipale, ne peut pas connaître la réalité des moyens de la commune. Parce qu'il y a ce qui est présenté sur le budget, il y a ce qu'on vote, il y a ce qu'on voit, et puis des fois il y a des choses derrière qui ne sont pas forcément apparentes, c'est pas qu'elles soient forcément cachées, mais qui ne sont pas systématiquement apparentes. Et quand on arrive au pouvoir, on mesure beaucoup mieux la réalité des choses. Quelle est aujourd'hui dans le système français la capacité des communes à porter un vrai projet politique tel que les hommes le vendent? Créer de l'emploi, créer des entreprises. Une commune ne peut pas créer d'emplois, sinon créer des emplois au sein de la commune et pour les services communaux. Et qui sont déjà tous pléthoriques. Mais ils n'ont fait que ça pendant cette campagne. Ceci étant, Gérard, nous sommes dans un système, ça fait 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Si les communes, elles n'embauchent pas des gens, le niveau de chômage de la Martinique, c'est à quel niveau? Oui, c'est ça notre problème. Exact. Bon. C'est ça notre problème. Il parle de... Tout le monde aujourd'hui, le discours qui est l'élément de programme qui est le plus mis en avant par les candidats, en les écoutant depuis lundi, c'est une activité économique, un secteur, un développement économique. La commune va faire quoi? Elle va mettre des terrains à disposition, elle va essayer de susciter des zones d'activité. Oui. Elle va monter des entreprises, elle va quoi? Elle va faire... Mais cela, au-delà de la moquerie ou de ce qu'on peut dire, c'est un peu des promesses de vente en l'air. Les communes ont un territoire, elles organisent leur territoire comme elles veulent. Donc effectivement, le maire peut définir une zone d'activité, etc. Mais la commune elle-même se trouve dans un espace communautaire qui peut être l'agglomération. Laquelle communauté d'agglomération va définir un certain nombre d'espaces d'activité et d'évolution et d'aménagement du territoire de cette communauté. Et cette communauté est dans quoi? Elle est dans une collectivité qui s'appelle la Martinique, que ce soit le département ou la région, et à partir de l'année prochaine, mars prochain, ce sera la collectivité unique. Nous avons 3 niveaux d'organisation du territoire. Tu es en train de nourrir le dossier du caractère farceur de ces programmes électoraux, du caractère mensonger de ces programmes électoraux. C'est ça que tu fais là. Je suis en train de te démontrer la difficulté des fois à s'engager en politique quand on a un certain nombre d'éléments qui doivent intervenir dans le discours. Ceci étant, les électeurs, est-ce que c'est ça qu'il a envie d'entendre? Posons plutôt la question, est-ce que l'électeur a envie d'entendre ça? Il a envie d'entendre ce qui le préoccupe en premier. Logement, emploi, sécurité. Donc on lui sert logement, emploi, sécurité, travail, jeunesse. Le candidat qui ne parle pas d'emploi, qui ne parle pas de jeunesse, qui ne parle pas de logement, qui ne parle pas de sécurité... Il peut rester chez lui. Eh bien, on fait le pari, on regarde son score le 23 mars. Ouais.
Mais même ceux qui vont en parler, certains qui vont en parler beaucoup. Alors, là, et puis il y a le facteur, effectivement, en fonction des petites communes, c'est pas forcément la même chose, mais il y a le facteur politique. Bon, alors, je suis peut-être exigeant et dur, mais j'arrive pas à comprendre comme un commerçant qui te vante une marchandise que tu vois, un produit en te disant qu'il a des qualités intrinsèques extraordinaires. S'il est outrancier, il peut être condamné pour publicité mensongère. Et c'est lui qui vient, qui te raconte, je vais refaire le monde, et puis qui peut, dans cette histoire-là, capter des voix et empêcher que ces voix aillent sur un type sérieux qui lui dira la vérité, qui dira on va essayer d'avoir un budget équilibré, on va essayer de tenir les choses, on va essayer de créer une morale, une éthique, on ne va pas aller faire des zones industrielles, on va faire des choses comme ça. Celui-là, il n'aura pas de voix, et puis l'autre qui fera la publicité mensongère, quand ça finit, il va retourner sur la place et puis recommencer à critiquer la gestion du maire qui l'aura emporté. Mais comme dit Nadia, si tu n'apportes pas une part de rêve, je reprends son mot, si tu n'apportes pas une perspective, qu'elle soit atteignable ou pas. Qu'est-ce que le rêve vient faire avec un plan local d'urbanisme? Qu'est-ce que le rêve vient faire avec l'organisation du territoire? Qu'est-ce que le rêve... Non, mais ça, je le dis pour que les gens comprennent. Oui, mais on ne rêve pas sur un maire qui est un chef d'une entreprise qui s'appelle la commune. Est-ce que tu vas faire un micro, passer dans les quartiers, parler de plan local d'urbanisme? C'est ça même. Alors donc, c'est une entreprise d'abêtissement du peuple. Non, pas d'abêtissement du peuple. Là, c'est dénigrer la politique. Non. Simplement, c'est qu'il faudra parler, et parler simple et parler vrai. Parler vrai, parler simple, parler court, parler concret. Oui, voilà, mais c'est ça. Parler concret. On dit la même chose. Donc, quand on va arriver, quand Gérard Darling-Carter va arriver avec son plan, compte tenu du budget... Non, pourquoi veux-tu caricaturer ce que je dis? Je serai pas pédant. Je pousse à l'extrême. Je force le trait exprès. Je force pas le trait. Oui, mais attends, c'est où qu'a forcé aussi. Ta mine va casser. Non, c'est où qu'a forcé. À partir du moment où tu parles sur des données complètement techniques et des techniques budgétaires. Mais attends, Madame Tissonson qui habite Mancabisso, et tu regardes, tu dis, mais monsieur, toi là qui boit quand même, ni de l'eau à garder en chemin, son café bail. Son café bail, c'est ça. Je lui dis, il n'y aura plus d'eau. Eh bien, ou pas qu'à gagner. Non, mais est-ce qu'il s'agit de gagner ou est-ce qu'il s'agit... Si tu te présentes, c'est pour gagner, c'est pas pour faire la figuration. Non, tu peux aussi décider de te présenter pour élever le niveau de conscience des gens. Il y en a qui le font. Pour rationaliser. Il y en a qui le font. Tu peux décider de venir avoir un discours vrai, authentique. Tu peux décider pédagogiquement faire les gens comprendre qu'une commune, c'est un endroit, comme tu le disais, ton discours de début était magnifique, où un maire règle pour des problèmes du quotidien, il est responsable des familles. Ceci n'empêche pas d'avoir une vision de développement, d'aménagement du plan local d'urbanisme, d'aménagement de zone économique, de pouvoir donner à cette ville un autre aspect. Ça n'empêche pas. Mais je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Mais tu splits entre le discours... Mais ne retenons pas que le côté démagogique. Ce que tu conjuges démagogique. Il n'y a pas que ça. Parce qu'en réalité... Je te parle de la partie démago sur laquelle ils amplifient, sur laquelle... Enfin, j'en ai entendu que ça ces temps-ci. D'ailleurs, j'ai arrêté d'écouter d'ailleurs sur les ondes. Il n'y a pas que ça. Tu as une oreille sélective. Ah oui, mais ça me heurtait, ça m'empêchait d'écouter le reste. Quand on me dit qu'on va donner de l'emploi, quand on me dit qu'on va donner du travail, et qu'on est maire d'une commune, je dis, mais arrêtez, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Mais s'ils ne donnent que 10 emplois, c'est déjà ça. Mais ils ont déjà occupé, par le maire précédent, qui les a coupés, qui a coupé chaque poste en 5 petites tranches. Mais tu es là-dedans tous les jours. Non, tu crois que tu as trop d'empathie pour ces gens-là? Il ne faut pas oublier. Non, j'ai du respect pour les politiques. En tous les cas, les politiques, les politiques en tous les cas, ils font leurs affaires, ils vont continuer à mentir, etc. Mais moi, je demande aux gens, je demande au peuple je demande au peuple, je demande à l'électeur de s'ériger en juge de ces gens-là et de leur dire, mais arrêtez de nous bidonner. Nous connaissons votre budget. Grosso modo, sur 100, il y a 70 mobilisés pour toutes les communes au problème de paiement des salaires. 10 encore pour son amortissement de la dette, et puis il reste un petit 20% pour faire boucher un petit trou, faire un petit truc. Le maire ne peut rien faire d'autre. Il ne peut qu'avoir une action cosmétique sur la commune. C'est ça qu'il peut faire. Et puis, effectivement, avoir une autorité morale, s'occuper du sport. Ceci étant, soyons un petit peu, prenons du recul, regardons bien les choses. Depuis le jour que nous sommes sur Terre, quand on regarde nos communes aujourd'hui, par rapport à ce qu'elles étaient il y a 40 ans, c'est du cosmétique qu'ils ont fait, Gérard? Ah non, mais les choses que les choses évoluent, parce que sinon, donc, ne soyons pas tout négatifs. Déjà, nous couillons, voilà. Donc, il n'y a pas que du cosmétique qui a été fait. Tu vois un candidat arriver, se présentant aux élections, théoriquement pour les gagner. Tu vois un candidat arriver et puis dire, vous savez les gars,
Bon, votez pour moi, mais il ne faut pas vous attendre à grand-chose. Pourquoi veux-tu qu'il dise ça comme ça? Mais non, mais... Si c'est recommandé. Non, c'est pas comme ça que je dirais ça. Il sera plus intelligent. S'il vient dans le voir, je vais le conseiller. Il va être efficace. Il va être efficace. Deuxièmement, il y a un élément que nous oublions aussi. Non, mais je l'ai fait. Il y a les meilleurs en place que j'ai conseillés. Il y a un Ça fait 20 ans, ils sont là. Il y a un élément que nous oublions aussi, c'est le look, comme on dit maintenant. Ouais. Le look du candidat a sa grande importance. Quand je dis le candidat, je pense aussi à la candidate. Évident. D'accord? Le look a son importance. Il y a des gens, et ils ne sont pas plus bêtes pour ça, qui se déterminent d'abord sur le look, sur la façon de se présenter. L'image. L'image, voilà, très bien. La façon de se présenter, la façon de parler. Il y en a qui veulent faire peuple. Et puis ça ne passe pas. Il y en a d'autres qui sont trop, comment dirais-je, trop donneurs de leçons. Ça ne passe pas non plus. Hein? Trop pédant. Trop pédant, voilà. Ça ne passe pas non plus. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui, à mon avis, sont au moins aussi importants pour la décision de l'électeur que le programme qui va leur être proposé. Parce que finalement, le maire, quelque part, il incarne sa Il incarne. Voilà. Donc sa sincérité, comme tu disais, sa présentation aussi, contribue au fait qu'il soit choisi ou pas pour ensuite représenter la commune. Moi, Pour tout à fait. l'instant, je vais te faire une énorme boutade. Ils font tous le trottoir. Hein. Tous les trottoirs de Martinique, tous les maires sont sur le trottoir. Je suis d'accord avec Elle est toi. facile. Elle est bonne. C'est le quotidien qui arrive tous les 6 ans. Non, attends, tous les 6 ans, quand il y a devant la caillou à 6 h du matin pour dire, Michel, mais tout toi, moi qui n'est pas fait, c'est pas tous les 6 ans. On a refait les trottoirs je ne dirais pas où j'habite, mais on a refait les trottoirs ces 3 derniers mois devant chez moi. Mais oui, c'est normal. Moi aussi, moi, il n'y en avait pas, ils en ont créé. Ils en ont refait. Non, mais bon, ça c'est... C'est un grand classique. Non, mais ça, c'est le coup de la Alors, il y a une chose aussi qui me rend perplexe, c'est qu'à l'évidence, il y a des maires qui font bien leur boulot. Oui, Attends, laisse-moi finir. Des maires qui ont une idéologie, une conception de la politique et du monde que je ne partage pas du tout. Mais à l'évidence, le gars a fait son boulot. Et en face, j'ai parfois des gens avec qui je partage des objectifs communs pour la Martinique et tout, qui les attaquent. Et je suis obligé de me dire, mais qu'est-ce que ça, c'est M. Carfella? Donc, il faut croire que... Non, il faut de la politique. C'est-à-dire qu'ils sont une sorte de troc, d'échange de théâtre qui ne correspond pas aux besoins. Enfin, c'est une démocratie de commedia dell'arte, quoi. C'est pas une démocratie où la Martinique a 50 000 chômeurs. Elle a besoin de commedia dell'arte. Ceci étant une démocratie où il n'y a pas d'opposition, ça serait un petit peu embêtant. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais je dis, il faut de l'opposition. Il faut des discours différents. Il faut que l'électeur ait le choix. Dans une commune comme le Prêcheur, par exemple, le maire est le seul candidat. Un candidat. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Non, mais c'est pas dérangeant. Il y a 1400 et quelques votants inscrits. Mais cela veut dire qu'en face, non pas qu'il n'y a pas des opposants, il y en a, mais qu'on n'a pas été capable d'entrer dans le cadre défini par la loi, constituer une liste. Parce qu'on dit pas, là, c'est facile de critiquer. C'est facile, il n'y a pas bon gars faire des polices. Mais si le garçon, s'engager. Mais s'il fait du bon boulot, et qu'il n'y a pas une... Attends. Il faut s'engager. Mais pourquoi nécessairement il faut une opposition? Il faut s'engager. Pourquoi la politique s'est basée sur le conflit et pas l'harmonie? Pourquoi on ne dirait pas, monsieur, mais l'harmonie, ça peut se faire, mais une démocratie qui s'exprime que par une seule voix, est-ce que moi j'ai un problème? Il faut qu'il y ait de l'opposition. Il y a des opinions divergentes. La preuve, sur il y a 4 opinions différentes. Pourtant, c'est bien en politique. Il faut. Cela n'empêche. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec le respect et la bonne Galion. Je suis d'accord avec les gens qui ont des principes. Bon, ça, à la limite, lui-même, il aurait pu créer une liste en face pour dire, avoue que ça serait une mascarade. Non. Enfin, ça n'a pas de sens. S'il réunit sur sa personne un consensus, s'il a fait du bon boulot. Évidemment. Mais n'empêche que c'est aussi la preuve qu'il est facile pour faire la politique. Mais il faut aller jusqu'au bout, il faut trouver. Ah oui, naturellement. Voilà. Je sais pas, c'est facile à critiquer. On écrase une larme sur le sort de Daniel Chaumet, dans le cadre de l'analyse. Oui, moi, ça me peine. Daniel a voulu
s'inscrire dans Ce le ne sont pas combat. des larmes de crocodile, là, non. Non, pas du tout. Non, Parce c'est que je un te gars rappelle que tu es rédacteur en chef du Progressiste. Oui. Non, Le mais Progressiste, c'est le Une émission sans coca. C'est le pivot. Il capte Non, le non, jeu. non, attends, Non, pas du tout. Le PVM, c'est le pivot de l'Alliance pour une Martinique. Voilà, Et que le maire contre lequel il se présentait était quand même l'un des majors de. Alors, je ne vois pas. Mais tu as tout dit, Vous justement. devriez tous battre à 10 doigts joints Non. le fait que Daniel est Non, pas du tout. à choper. Le parti a fait ce qu'il pensait devoir faire, puisque on est dans une alliance ensemble pour une Martinique nouvelle. Donc on soutient les candidats sortants de la Martinique nouvelle. C'est un choix politique. Daniel Chaumet a estimé qu'il devait, lui, porter une parole différente. Le parti l'a suspendu. Il eût mieux valu d'ailleurs, on lui avait dit qu'il se mit lui-même en congé du parti. Ça, c'est un autre problème. Maintenant, il ne peut pas se présenter pour une maladresse, une bourde, une bêtise d'ordre administratif. C'est un euphémisme. Bon, c'est un euphémisme. Bon, c'est un gars très valable. Ben, gentil, oui, il est très valable. Non, c'est un gars très valable. À la région, il fait du très bon boulot, au parc naturel, etc. et tout. Bon, maintenant, on va voir la suite, comment il va rebondir. Maintenant, il est éliminé de la course. Bon. Alors, est-ce qu'on peut interpréter ça dans le monde acide de la politique où un ministre bouge le papier, on prend le papier, on le prend à la loupe et on voit que ce qu'elle dit est le contraire de ce qu'il y a dans le papier, Mme Taubira, est-ce que dans ce monde très dur de la politique, on ne peut pas considérer que ça, c'est une sorte de sentence d'arrêt de mort définitive, il n'était même pas capable de... Et qu'on ne va pas réviser le boulot qu'il fait. S'il n'a pas été capable de présenter une liste cohérente, correcte, complète pour des municipales... Quelque chose qui semblait largement dans ses cordes. Comment est-ce qu'il peut... Un tel faux pas est presque inexplicable. Ouais, de ce monde très dur que vous décrivez. Il n'y a pas de bisounounous. D'autres listes ont été, elles aussi, sur la sellette. Invalidé. D'accord? Non, elles n'ont pas été invalidées. D'accord. On leur a dit, votre liste n'est pas complète. Ou votre Ils ont liste complété. est- Et lui, Ils ont il dit eu le temps Lui, de il dit qu'on a compléter. averti au dernier moment. Voilà. Bon, ça, je n'en sais rien. Daniel, Il pas aurait Daniel. dû s'arranger pour ne pas être pris au dernier moment. Gabriel, tu sais tout. Tout ça. Dis-nous tout. Alors, dis-nous tout. Est-ce qu'il a été averti au dernier moment? Est-ce qu'on lui a fait un sale coup? Il annonce Urbi et Orbi qu'il a reçu un message à 17h50 17h50. lui signalant qu'il y avait un problème sur la colistière numéro 6, passé en 6e position sur la liste, et qu'il avait, compte tenu de l'élément qui était Alors, qui posait problème. explique cette déclaration du fisc là, sur la régularité fiscale. Alors, vas-y, explique. Attends, pour pouvoir être candidat nationaliste, il faut être donc éligible, et pour être éligible, il faut être soit C'est la commune. être inscrit électeur sur la commune, soit être inscrit au rôle de la contribution directe sur la commune. Alors, on rôle les contributions directes Direct sur la commune. Donc en fait, payer les impôts. Payer les impôts sur la Voilà. commune. Soit on y habite, soit on y paie des impôts. Et il faut proposer À un titre quelconque. Les impôts, généralement, c'est l'impôt foncier. Quoi. impôt foncier, Taxe d'habitation, on est locataire, etc. Pour que les gens comprennent. Et il faut que cet impôt soit, il faut le payer, il faut avoir une attestation fiscale Qu'on est en règle. rôle au 1er janvier de l'année d'élection. C'est pas 1er difficile. janvier C'est pas difficile. Là, Oui, mais Gérard, tu es avocat, quand tu regardes bien le code et quand tu commences à regarder un petit peu les conditions qui sont posées, c'est pas parce que tu as ton nom inscrit sur une feuille d'impôt que forcément tu es reconnu inscrit au rôle te permettant d'être éligible. Il y a un certain nombre de conditions. Cela veut dire que quand on va à une élection municipale, on doit pouvoir maîtriser ou prendre connaissance des conditions qui précisent les raisons pour lesquelles on peut être éligible ou pas. Daniel Chaumet était candidat en 2008. Donc il avait une certaine expérience de la préparation d'une liste électorale. Mais cette fois-là, il a confié ça à quelqu'un ou non? C'est lui qui est tête de liste. Hein. Oui, c'est lui. Bon. Tant pis Donc, pour... lui ou pas lui, quelqu'un doit maîtriser. Pour revenir à la chrono, il dit qu'on l'annonce à 6h moins 10, que le candidat numéro 6 sur la liste pose un problème sur le rôle, parce que le rôle n'est pas valable, il ne qualifie pas l'éligibilité de cette personne sur la liste. 6h moins 10, la clôture des inscriptions, c'est 18h, Terminé. il est à cher, 10 minutes, ça devient matériellement impossible d'aller chercher pour tout. Cela veut dire que quand on a la possibilité d'aller chercher la pièce justificative pour pouvoir qualifier cette personne, donc qualifier l'ensemble de la liste, cela veut dire aussi qu'on n'a pas de roue de secours. Bon,
Premier élément. Deuxième élément qui fait que pour lui, ça pose un problème. Il se Qu'est-ce pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a roue de secours? Quelqu'un qu'on mettrait Oui, à sa place tout de suite, oui. qui serait en règle. Voilà. Deuxième chose, c'est que lui, il dit qu'il se pose énormément de questions, puisqu'il a déposé sa liste à 8h. À 9h30 ou 10h15, on l'appelle pour un souci concernant un de ses colistiers qui était, je crois, en 20e position, et que du matin 10h jusqu'au soir 10h, on ne l'avertit pas, et on ne voit pas ceux qui étaient en 6e, on voit le 20e, on ne voit pas le 6e. Qui n'avait pas de chance d'être élu. Or, que d'autres listes qui avaient d'autres soucis sur notre légitimité, On les a vus tout de suite. on les a vus tout de suite, donc cela veut dire, cela n'excuse pas que lorsqu'on a, et c'est l'analyse que j'ai faite dans mes papiers et que je continue à faire, que lorsqu'on a la prétention de battre le maire en place, qu'on est dans une situation politique où en fait on se trouve en porte-à-faux par rapport à son parti, et qu'on estime qu'on est porteur de valeurs et d'une projection de la commune qui est nécessairement indispensable au débat, à la campagne, et à susciter des suffrages, et un nombre de suffrages tel pour pouvoir battre le maire, on ne commet pas. En termes simples, quand on est au combat, on ne commet pas ce genre on est armé. d'erreur. Voilà, on est armé. Il y a d'autres listes qui, elles, n'ont pas fait défrayer la chronique, qui, elles, en discutant avec les policiers, ils ont déposé leur liste bien avant le dernier jour de dépôt de liste, et en disant, on avait 5 candidats en réserve, dossiers signés, validés, au cas où on change tout de suite, sans discuter avec quiconque. Et qui n'étaient pas des vieux routiers de la politique, mais qui pratiquent ça de façon élémentaire et première. Donc là, ça veut dire que l'enthousiasme, ou alors les difficultés à trouver les bonnes personnes, à finaliser la liste. Parce que si on dépose une liste le jeudi matin à 8h, non, excuse-moi, mais compte tenu de l'expérience que nous avons dans les zones de campagne électorale, ce qu'on a déposé sur le dernier jour, à 8h du matin, ou à 10h, ou à 11h, c'est qu'en amont, tu as eu un peu de mal à boucler ta liste. Ou tu as eu trop de candidats, ou tu n'as pas su comment les placer. Parce que le jeudi, je suis passé à la préfecture, j'ai vu des candidats déposer des listes à 11h, midi, 13h. Il y en a 2, 3... Non, je n'ai rien déposé, mais on venu corriger. Ouais. Parce qu'il y avait un problème sur la difficulté majeure pour tout le monde, c'était la désignation des candidats aux élections communautaires. C'est ça. Parce que tu ne peux pas mettre n'importe qui candidat communautaire, tu es obligé d'avoir un panel de au moins le premier quart obligatoire, le premier quart de ta liste obligatoire, et ensuite tu ne peux pas aller en deçà de la 20e ou 30e position sur la grande liste. Alors, puisque tu as abordé cette question des candidats... 30e, 40e. Bon, sur Fort-de-France, c'est pas compliqué. Si tu mettais quelqu'un 40e, tu as eu un souci. Non, là, tu es dans les autorismes. Voilà. Explique à nos téléspectateurs l'importance de... non, mais... J'ai une musique de fond, là, depuis mais personne ne l'entend. Il n'y a que toi qui l'entends. C'est quoi qui l'entend. Puis bouge moins, l'enthousiasme du sujet. Quand on va parler après, ensuite d'Internet et tout, tu vas rentrer dans ta coquille, tu ne vas plus bouger. Alors là, je vais te faire bouger encore sur les élections. Les candidats communautaires, explique ça, parce que c'est la première fois que... Première fois que les conseillers communautaires, donc les membres de la CACEM, la communauté de l'agglo, Espace Sud, communauté de l'agglomération, Cap Nord, depuis le 1er janvier, une nouvelle communauté d'agglomération, sont élus au suffrage universitaire direct en même temps que les conseils municipaux. Alors comment c'était auparavant? Avant, ils étaient désignés par les majorités municipales. Une fois que les élections du maire du bureau étaient acquises. Cela veut dire qu'aujourd'hui, dans les conseils communautaires, les majorités municipales, comme les oppositions municipales, vont se retrouver. Membres de la Cour, vont entrer au conseil communautaire. Et les oppositions? Les oppositions vont entrer aussi. Ce qui fait que ça va devenir quelque chose de très démocratique. C'est une représentation, ça, la cartographie de la représentativité politique de l'espace communautaire. Et ça va survivre, ça va survivre à la suppression de... Enfin, ça va cohabiter avec l'Assemblée unique. Oui, nécessairement. Obligatoirement. Oui. Mais non, mais vous voyez où je veux en venir. Non, restons sur la communauté. Moi, non, mais d'accord. Restons sur la collectivité. Restons sur la communauté, d'accord. Ils sont élus en même temps que les conseils municipaux. En fait, il y a un bulletin distinct. C'est ça qu'il faut dire. J'ai une liste, de 1 à 20, conseil municipal. En face, les élus que je propose au conseil communautaire, ils sont fléchés. Mais celui qui est numéro 5 sur la liste municipale, il ne peut pas être 8e sur la liste communautaire. Il doit être au même rang, même niveau. Ouais. Donc en fait, je ne peux pas prendre quelqu'un, le faire monter aux élections communautaires. Tu ne peux pas faire ton petit panachage monter. Non, la seule chose que je peux faire, c'est par contre, une fois que j'ai respecté une obligation de prendre le premier quart des premiers listes municipales pour le maire communautaire, si je prends quelqu'un d'en dessous,
quand je le mets sur la liste communautaire, il a le même rang, il a le même numéro, il est identifié. S'il est 20e, par exemple, la liste communautaire, il sera numéro 20. Ce sera peut-être mon 4e, mon 3e. Mais, parce que j'aurais fait ce choix. Mais si je fais ce choix, j'ai un tel écart, c'est que j'ai respecté les obligations administratives et réglementaires de l'élection communautaire qui stipulent que j'ai un certain nombre de choses à respecter. Premier quart de la liste municipale à mettre sur la liste communautaire. Et ensuite, sur l'équilibre, ne pas aller en deçà du dernier quart. Le dernier quart, je ne peux pas épuiser avant d'avoir passé les autres Après avoir épuisé le premier quart. Donc c'est complexe, mais c'est-à-dire le plus simple. Et il y en a qui ont compris ça rapidement, enfin, arrêter le délire parti dans les circonvolutions. Tu as 8 sièges à prendre, tu prends les 8 premiers de la liste municipale, tu les mets en élection communautaire, terminé. Voilà. Et c'est les 3 quarts des listes. Sans essayer de calculer le quart, ça fait combien, puis ensuite d'aller prendre en arrière. Sur les grosses communes comme Fort-de-France, Lamentin et compagnie, ils ont fini par comprendre. Eh bien, écoute, Fort-de-France, c'est 30 élus qu'il faut. Eh bien, on prend les 30 premiers de chaque liste, on les met en élection communautaire, terminé. Alors, ce qu'il faut expliquer de plus simple encore aux électeurs, c'est que même s'il y a 2 élections, il n'y a qu'un bulletin. Voilà. Il n'y a pas, les gens ne vont pas voter deux fois. C'est un seul bulletin, une seule urne. Voilà, ça c'est important. Vous avez vu comment se présenteront les bulletins? Vous avez vu, on vous a montré, la préfecture vous a montré. Les bulletins? Oui, avec les noms des candidats. On n'a pas vu. On va découvrir ça au dernier moment. Mais quand on ressort ça va pas être. J'ai électeur de ta commune. Théoriquement, les bulletins seront plus grands que d'habitude. Plus grands, c'est tout. Comme en Amérique latine. Ils seront plus grands. Ouais. Bon, tu as la liste municipale et tu as la liste communautaire à côté. Voilà. Ça va pas créer une belle pagaille, ça? Non. Puis attends, arrêtons de chercher. En 86, on avait fait une nouvelle élection, non? Exactement. Élection législative, élection législative régionale. et régionale. Joie. Simplement, il y a 2 urnes. Ouais. Mais là, il n'y aura pas 2 urnes, il y aura sur l'une, sur le bulletin. Ouais. C'est ça? En 86, ça avait créé en fait, un petit peu de confusion. Hein. Pour que ce soit clair, je vote pour une liste municipale. Je mets mon bulletin. Mais je ne peux pas voter pour une autre liste aux élections communautaires. C'est ça. On vote un coup pour 2. Mon vote vaut pour 2. Voilà. Je n'ai qu'un choix. C'est clair. Un choix pas idéologique, mais enfin un choix de partisan. J'en vote pour une élection, pour un groupe municipal. Eh bien, je vote pour ce même groupe municipal pour qu'il aille à l'élection communautaire, au conseil communautaire. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça va valoriser ces conseils communautaires Eh bien, ils sont élus au suffrage universel. Ouais. Qu'est-ce que ça va changer? Ils sont Vous qui êtes de fins observateurs politiques, qu'est-ce que ça va changer dans la population, dans l'opinion, dans leur fonctionnement, dans leur pouvoir? Pouvoir, bon, ça change les choses au niveau du pouvoir. Au niveau du pouvoir, oui. Ça change. Au niveau de l'opinion, je ne pense pas ça. Ouais. Non, parce que... Là, les gens qui ont voté pour eux ne vont pas les considérer autrement? Non, je pense que dans leur majeure partie, la majeure partie de la population, on ne voit pas trop à quoi servent les conseils communautaires. Heureusement que certaines télévisions retransmettent les débats, qui sont souvent très techniques d'ailleurs, il faut dire. Hein, et les gens ont tendance à décrocher assez vite. Ouais. D'accord ? Mais je crois qu'ils ne voient pas que, par exemple, on parlait tout à l'heure des pouvoirs du maire, de ce qu'il peut faire dans la commune. Le plus souvent, ce n'est pas le maire qui a le pouvoir sur telle chose, c'est le conseil communautaire, c'est la communauté des agglomérations, la communauté de communes. Un exemple, le transport. Le transport, voilà, je pense à lui. Ouais. Le transport, c'est pas le maire. C'est pas le maire. C'est pas le maire. Même les transports intra-quartier. Ouais. Voilà, exactement. Oui, c'est devenu maintenant le ramassage scolaire. Quand on dit que, par exemple, que... les cantines scolaires, les cantines. La restauration. La restauration scolaire. Quand on dit que les candidats à l'élection municipale se présentent pour avoir le pouvoir, parce qu'ils aiment le pouvoir, c'est totalement illusoire. Oui, ils aiment l'illusion du pouvoir. Alors, d'accord. Si on veut c'est de la littérature, là. Ouais, c'est de la littérature. C'est la réalité, c'est psychologique, le pouvoir. Non, mais les représentants du conseil communautaire qui sont élus au suffrage universel, ce ne sera peut-être pas perceptible, je me dis, puisque ce sera la première fois. Ouais. Mais moi, je pense que ça les rapproche et que ça donne une autre dimension au conseil communautaire qui, justement, sont assez éloignés. Et ce que tu disais tout à l'heure sur
sais plus qui disait, sur le rapport entre la commune et puis ses véritables pouvoirs, sa véritable sphère d'influence par rapport à la communauté d'agglomération, mais justement, ça rend ces fameux conseillers plus actifs à une autre dimension, parce que finalement, ils vont peser pour la commune, mais dans un espace qui est déjà plus grand. Donc pour moi, ça les rend plus actifs, voilà, plus lisibles. Plus lisibles. C'est sûr. Politiquement, c'est sûr. Démocratiquement, c'est évident. Mais en sociologie politique, il y aurait nécessairement un effet, mais à la longue, pas immédiat. Oui, parce que finalement, c'est une tranche du millefeuille qui est un peu absconce pour les gens. On sait pas trop, on sait que ça existe, mais de savoir que la CCNM n'est plus, que finalement c'est Cap Nord. Je pense que c'est à bon goût, une feuille du millefeuille qui est absconce. Là, j'ai testé ça en pâtisserie. Non, un peu de folie, un peu de sourire. Excellent. Bon, on a bien parlé de la Martinique. On a parlé de la Martinique pendant plus d'une demi-heure. On a été local, on a été martiniquais. Ah non, on est en Martinique, hein, mais on est en France aussi, la belle France. Oh là là, il va nous faire le coup du patriote. Ah non, la belle France. Ah non, écoute, la belle France avec... écoute, la belle France avec Monsieur Copé, Madame Taubira, Monsieur Hérault, Monsieur Sarkozy, quand même. Mes confrères avocats qui montent au créneau. Ouais. Justement. C'était un pays vivant. La déclaration de Taubira disant qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un espace protégé sur les avocats. Là. Qu'est-ce que j'en pense? Voilà. Alors, qui vient de l'émission là? C'est toi ou Non, mais du coup, là, tu es sur la sélection. Je réponds. Ça peut y aller. Si je n'ai pas une opinion, j'ai une opinion sur tout, mon avis. Non, mais en plus, il y a le code, il y a les règles. Même sur le sexe des anges, nous en parlons non, en mais antenne, bon, parce que j'ai une idée trop subversive là-dessus. Sur ça. Restons sur ça. Alors, voilà mon Il y a des opinion. règles. D'abord, dans le cas concret qui nous préoccupe, tout le monde sait, c'est le secret de Polichinelle, que le Conseil de l'ordre de Paris avait fuité et avait fait savoir à M. Herzog, c'est Herzog, le nom de mon confrère, et à M. Sarkozy, mon autre confrère, qu'ils étaient sur écoute, déjà. Donc tout ça, c'est du pipeau. Bon, alors je réponds à ta question sur le plan théorique. Est-ce que, répète-la, en reformulant que tu réponds précisément. La déclaration de Béra disant que l'espace protégé qui peut avoir dans un cabinet d'avocat dans son exercice de son métier et ses relations vis-à-vis de son client n'a aucune raison d'être. Non, elle n'a pas dit ça comme ça. Elle a dit que de par leur rapport, oui, très gros. Alors, essayez de traduire un petit peu plus petit. Le fait d'appartenir à un métier ne donne pas ipso facto de ce fait automatiquement une protection. Ouais. C'est évident. C'est évident. Le fait d'être médecin, d'être gynécologue ne permet pas de violer dans son cabinet 8 femmes. Oui, ne permet pas l'infraction. Il vient d'être condamné. Le crime. Bon. Mais il y a des métiers qui exigent, avec l'évolution, si tu veux, d'une société qui devient plus policée, qui devient plus civilisée, il faut qu'un prêtre accorde à celui qui lui donne ses secrets, il reçoit quelqu'un en confession, il faut qu'un prêtre puisse assurer le secret de la confession. Il faut qu'un médecin, sauf à qui on dévoile des choses excessivement graves, des maladies contagieuses, et il est obligé de déclarer parce qu'il y a une question de santé publique, il faut que le médecin garantisse à son patient une confidentialité de son cabinet. Et il faut que l'avocat, pareil, dans le cadre des échanges, puisque l'avocat n'est pas un rouage de l'autorité judiciaire, de la répression judiciaire, du prononcé de la justice, il participe à l'élaboration de la vérité, des facettes qui sont cachées, qui sont secrètes, qui sont paradoxales, qui sont particulières. Donc il n'a pas, lui, absolument à, par exemple, être convaincu de l'innocence de son client. Il n'a pas à ne pas plaider parce qu'il sait des faits qui sont peut-être défavorables à son client. Il est là pour faire apparaître l'aspect positif, plaider pour son client, pro domo. L'avocat n'est pas un magistrat. L'avocat n'est pas un magistrat, il n'est pas un juge. En fait, donc nécessairement, il échange avec son client des éléments de confidentialité. Mais ces éléments doivent rester entre lui et son client, sinon le travail n'est plus possible, le job n'est plus possible, les gens ne sont plus défendus, le système démocratique n'existe plus. Donc Mme Taubira ne connaît pas très bien les choses ou outrepasser sa mission de... Non, c'est toi qui n'aimes pas Mme Taubira et qui donne trop en gros ce qu'elle a dit. Non, mais attends, ça arrive. Monsieur Tony, je n'ai pas de sympathie par tout. Ce n'est pas une histoire de sympathie, c'est que là, sur la question de fond, dans le métier d'avocat, dans le respect des professions, des règles, de la relation du client... Je pense que c'est ce qu'elle a voulu dire. Mais elle a une façon un peu littéraire de dire les choses, et parfois elle s'embarque dans des trucs. Là, elle s'embarque très loin. C'est Joussier, je pense que c'est Joussier, le barreau de Paris est monté au créneau très fort. Oui. Mais ça fait sourire quand on sait que
Aux arguments très forts quand on sait que... Mis à part le factuel, sur le fond. Oui, sur le fond, oui, absolument. Vous avez raison sur la forme, parce que les gens ne sont pas censés savoir que c'est du pipeau, tout ça. Tout ça, c'est la commedia dell'arte, on le sait. Alors, donc, on a vu Sarkozy, pas encore. Alors, alors, moi, ce qui était... Ça ne vous a pas surpris que la Cour de cassation n'ait pas ordonné la remise et trouvé un subterfuge technique? Elle doit statuer. Elle a une date pour statuer? Non, ça y est, elle a dit qu'elle ne remet pas les agendas. Les agendas, elle ne les remet pas. Elle a dit qu'elle ne les remet pas, point barre. Oui, ça ne m'a pas surpris. Non, ça ne vous a pas surpris? Non. Alors on prend tes agendas, on ne te les remet pas, alors que tu as été dans cette affaire, que l'affaire dans laquelle on les a saisis, tu bénéficies d'un non-lieu. L'affaire Bettencourt. Ouais. Ouais. Fini pour lui, on garde ses agendas. Est-ce que ces agendas n'ont pas aussi à voir dans d'autres affaires qui sont en cours d'instruction? Mais c'est vicieux. Parce que les agendas sont saisis dans une procédure. Oui. Laquelle procédure? On lui dit il y a non-lieu pour non-lieu de Et poursuite. il demande dans cette affaire. Mais on maintient ces agendas qu'on a saisis dans cette affaire pour pouvoir inscrire sur notre dossier. Voilà. Alors, c'est... Oui. il ne le reverra plus jamais. Quelle est l'argutie développée par la Cour de cassation pour les maintenir en détention, en main de la justice? Qu'il n'y a plus d'affaire, donc il n'y a plus le substrat d'une affaire, donc tu ne peux pas demander la remise de l'agenda. Donc ça Si veut la Cour dire de qu'ils vont cassation se a... servir. Non, la Cour de cassation est juge en droit. Oui, Donc, elle ne peut pas juger en fait la remise. Alors, à lui de déposer une requête au juge, au parquet, de redemander ses agendas, et on lui répondra, ils sont utilisés à côté. Et il ira sur le fait qu'il y a l'autre procédure. Et la Cour de cassation dira, mais ils sont utilisés dans l'affaire de la Libye, du financement irrégulier par monsieur... Donc, en clair, c'est une opportunité. On a précédé une autre procédure. Ces agendas qu'on a cherchés de toute façon dans l'affaire... Enfin, c'est postérieur, on les garde. Sur le plan judiciaire, c'est l'équivalent de Ouai ou pas Ouai. Voilà. C'est le Welto. Alors ça, on a vu. C'est bon. On a vu M. Sarkozy. Les magistrats lui font payer. Hein. Parce que vous vous souvenez des discours incantatoires qu'il prononçait à leur égard. Ça, il paie. Il va savoir ce que c'est. C'est que c'est comparatif. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon cher? C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. J'y peux rien. Hein. J'ai vu que le monde n'est pas fait d'harmonie et de douceur. N'est-ce pas? Quoi que vous préférez ça, ce thème-là. Ouais, le monde est fait de rancœur, d'assouvissement de désir, de pouvoir et de puissance, de faux rêves partagés, ça c'est la politique. C'est vous qui m'avez expliqué que le monde est comme ça, alors moi Arrête. Comment voulez-vous que le fonctionnement de la justice, ça sera plus merveilleux que le monde politique? Oui. Alors, on n'a pas encore parlé de M. Copé et Big Malion. Qui c'est qui veut parler de ça? Tiens, parle-moi de M. Copé. Non, c'est pas M. Copé n'est sûrement pas le premier dans ce cas-là. Non, n'est pas ça. Restez M. Copé et Big Malion. Il n'est pas le premier dans ce cas-là. Ça a fait, on va dire, travailler des copains, à favoriser des copains. Mais tu sais sur quelles enveloppes, sur quelle... Mais bien sûr. Ce qu'on lui reproche, si j'ai bien compris, c'est surtout non seulement d'avoir favorisé des copains, mais de les avoir favorisés sans appel d'offres. Et puis dans des proportions énormes. Et dans des proportions énormes. Et chaque fois, c'est les mêmes qui reviennent. Ou avec des filiales. Ouais, mais... C'est Big Malion, mais c'est Evans et compagnie. Voilà. Evans, c'est Big Malion. C'est Big Malion, c'est une filiale. Il y a quelque chose qui est très important, très intéressant, qui dépasse le cas Copé, sur lequel je me penche depuis quelque temps. C'est d'arriver à démonter, si l'on peut dire, l'organigramme des sociétés, avec toutes les filiales, voire les sociétés écrans qu'il y a derrière. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit, justement, en fouillant, que même à supposer que le nom de Big Malion ne soit pas apparu, d'autres sociétés qui appartiennent au pluriel, aux mêmes personnes, l'ancien conseiller de Copé, dont j'oublie le nom. Bastien Milot, voilà, Bastien Emmanuel Limido, voilà. Guy Alves, ça fait ses potes, quoi, ses potes. Même si ce n'est pas Big Malion qui est mis en premier lieu, ce sont les mêmes qui sont rémunérés et bien rémunérés dans ces affaires-là. Alors, une chose qui m'a interpellé, d'abord, c'est l'impertinence ou la pertinence des journalistes ces jours-ci. Ils sont terribles. Le point avec Copé, sur cette histoire de Big Malion, le dossier était béton. Le monde sur les écoutes, etc., c'est féroce. Le Canard, c'est féroce. Là, même le Canard fait presque de l'investigation. C'est plus maintenant la bourrette de formation qu'on leur amène.
je crois qu'il n'est pas une personne. La pertinence de l'analyse, par exemple, du Monde, du papier qu'a brandi Mme Taubira, ouais. où ils ont vu que son discours, même là, son discours était contredit par le papier qu'elle avait à la main, sur des petites choses secondaires, avec naturellement une exagération naturellement de ces soi-disant mensonges. En fait, ce ne sont pas des mensonges, de façon peu précise de voir les choses et les faits. Et puis, ce qui m'épate, c'est qu'en fait, la politique réelle soit complètement envahie par cette théâtralité, quoi. Mais il faut dire que les médias en général, et les médias audiovisuels en particulier, sont friands de ce genre de choses. Vous avez vu comme moi, je n'invente rien, comment d'un jour à l'autre, un sujet chasse l'autre, n'est-ce pas? Et il faut aller tout de suite au sensationnel. Hein? Bon, la preuve, c'est qu'on en parle. La preuve, c'est qu'on en parle. Oui, c'est sûr. Bon, oui. Tu vois? Donc chacun pousse l'autre avec un autre scandale, un autre reproche. Le sensationnel, mais c'est vrai aussi qu'il y a moi, c'est plutôt l'avalanche d'informations que je trouve un peu importante. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui soit caché, qui soit tué, qui puisse être tué et qui soit caché. Ne serait-ce qu'on parlait des agendas de Nicolas Sarkozy, et moi en boutade je me disais s'il avait un smartphone, en fait il l'aurait gardé et il serait sur écoute en direct. Oui. Et en fait on en est à ce stade où il n'y a plus aucune information qui peut échapper à, je dirais pas des oreilles malveillantes, mais en tout cas pas à celles qui étaient au départ destinées. Et c'est ça qui est, comment est-ce que l'information elle est accessible sans forcément qu'on ait le recul d'ailleurs, et comment tout de suite elle est mise sur la place publique. Voilà. En tant que journaliste amateur, comme dirait à peu près mon ami Camille Chauvet, hein, il est militant, militant du journalisme. Militant de l'information. Militant de l'information. Voilà, militant de l'information. Je trouve quand même que les journalistes font un sacré boulot. Alors, on peut dire que c'est chercher la petite bête, etc. et tout. Mais qu'est-ce qui va en sortir? Il y a quand même des révélations. Qui va bénéficier? Quel sera le résultat? Pour la démocratie, qui c'est qui va bénéficier de ça? Le Front National? Non. J'en ai bien peur. Catastrophe. Tout ça, ça contribue au fameux tous pourris. Tous pourris, malheureusement, ça apporte de l'eau au moulin de tous pourris, mais en même temps, je me dis que quelque part, tu parlais d'éveil des consciences tout à l'heure, ça contribue à ça, où les lecteurs n'est plus un pigeon qu'on banane avec que du rêve. Quelque part, il est aussi conscient de certains sujet de tromperie. Voilà. Tromperie mensongère. Plus complètement, même s'il ne l'a jamais été. Et à ce niveau-là, je pense que c'est important. Et ça va aussi changer au niveau des hommes, au niveau du discours des hommes politiques. Donc en soi, j'avoue que je ne vois pas ça comme une chose négative. Non, moi non plus, sauf que chez les lecteurs, L', bien sûr, les lecteurs, ça ne peut que renforcer le sentiment de méfiance, pour ne pas dire de défiance. Alors, on revient à la case départ. Pourquoi cet électeur, malgré tout, il va voter avec le discours de Copé? De moins en moins. Ben, il vote de moins en moins. C'est ce que j'allais dire, il vote de moins en moins. Mais comment se fait-il qu'il y en ait qui votent encore, à la limite? Comment? Mais heureusement qu'il y en a qui votent encore. Oui. Oui. Heureusement. Le problème, c'est qu'il y en a qui votent encore, mais il y en a aussi, comme ils ne votent pas, ils sont de plus en plus nombreux. Il suffit de regarder un phénomène simple, et ce n'est pas ce phénomène nouveau. À partir du moment où vous avez un taux d'abstention qui ne fait que monter, vous avez la montée des extrêmes. Tout à fait. C'est un vase communicant irrémédiable. Ça s'est vu avant-guerre, ça se voit aujourd'hui. Augmentation de l'abstention, montée des extrêmes. Et le discours aujourd'hui sur la transparence totale et absolue. Transparence totale et absolue, c'est pas quelque chose de complètement inepte, complètement ahurissant ou hystérique. Simplement, c'est qu'on est arrivé à un tel niveau de rapidité, de proximité d'information, d'une telle demande de la transparence, que tout devient transparent. Même le papier toilette doit être transparent. Sur ces affaires, Big Malion. C'est une image, là. Me fait peur. Parce que le point sort à l'affaire Big Malion. Pourquoi? À la limite, Big Malion, on n'a rien à faire. Ce n'est pas une information. L'UMP n'est pas une entreprise publique.
C'est un parti. Non, mais l'UMP bénéficie de fonds publics. Ce n'est pas une entreprise publique, même si elle bénéficie de fonds publics. Dans des montants Non. colossaux. Elle n'est pas tenue par la transparence et par la gestion des fonds publics. Simplement, c'est que compte tenu du rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy aux présidentielles de 2012, et que l'UMP se retrouve dans une situation financière difficile au point de faisant appel à ses militants pour renflouer ses caisses parce qu'il y avait un déficit. Il fallait rembourser l'État. Et le point fait le parallèle, mais il y a eu ce trou phénoménal au point qu'on a provoqué des militants pour pouvoir combler et permettre à l'UMP de pouvoir faire face à ces charges. Et en même temps, il y a ce Big Manion qui bénéficie de contrats à des montants considérables. C'est uniquement ça. Il ne faudra pas perdre de vue cette relation, ce rapprochement. Deuxième chose. Attends, un petit point parce que c'est tombé là ce matin ou hier dans la nuit. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire contre l'UMP pour... Oui, parce que d'accord. le parquet ouvre, mais ceci, je pense que le parquet ouvre, qu'il y aura forcément quelque chose de bon. Il y a matière pénale, je veux dire. Sinon, il n'ouvre pas. Il n'ouvre pas pour une affaire commerciale, il n'ouvre pas pour une affaire civile, il n'ouvre pas. Il ouvre parce qu'il y a du pénal. Il y a du pénal, mais il y a faux abus de... Faux, comment ça? Abus de biens. Oui, quand tu prends l'argent de parti et que tu l'utilises outrancièrement, abus de biens sociaux. Le parti a signé un contrat, il va regarder les conditions. Abus de confiance, oui. Mais ce n'est parce qu'il y a eu ce trou que cette affaire devient importante. L'affaire Sarkozy, les écoute l'attitude de Taubira et compagnie. La question qui a offusqué, et ça a été sous la droite, il faut être carré net, c'est une bataille de communication féroce. Tu me fais un coup, je vais te chercher autre chose. Oui, ça on est tu me fais le coup de Big Manion, paf, je te sors. Ah oui, mais les mensonges, tu savais. Tu savais. Et le gouvernement qui est le champion de la maladresse, c'est fort, hein. Champion de la maladresse et de l'incohérence et d'une communication qui est complètement chaotique, eh bien, il y a un coup de Taubira, menteuse, pas menteuse, de documents, je ne sais pas, et qui la rattrape, ça devient une véritable cacophonie et ça participe à la digression et au dénigrement des hommes politiques. Parce qu'il faut du surmenage déjà aussi. Madame Taubira, à l'évidence, c'est surmenage. Le problème, moi, je crois que ceux qui retiennent ça, c'est qu'on est arrivé à un tel niveau, la communication prime surtout, qu'elle prime tellement au point qu'on fait de la décommunication. Ouais. Et qu'on ne fait plus de politique. Oui. Et qu'on va déconnecter les gens aussi. Voilà. Décommunication et déconnexion des gens sur la politique. Ça, c'est vrai. Et le problème est plus profond. Faut-il laisser la gestion de la communication à ceux qu'on nomme les communicants? Ça veut dire que tu sais le totalitarisme, là. Tu non, mettrais un ministre de l'Information. avec c'est la Vichy, ça. Il faut amener le journal avant. Étant donné qu'il y avait le débat, je rebondis ce qu'on vient de dire, Daniel. Le débat, c'est pas aux économistes de faire l'économie politique, c'est aux politiques de faire l'économie. Exact. Eh bien, c'est pas aux communicants de faire la communication politique. La communication. 30 secondes. Les enregistrements, on en a tellement parlé, mais on va quand même dire deux mots, notre vision tropicale. Les enregistrements clandestins de M. Buisson à l'Élysée. Comment vous... Tu veux qu'on commente? Non, on ne va pas commenter ça énormément, mais... C'est un malade. Est-ce que c'est un malade. Ceci étant, c'est un malade conscient. Oui, M. Buisson, quand on regarde son parcours politique, il y a des enregistrements. Écoute-moi, la délation, c'est quoi? C'est une sorte de tradition de sa mouvance politique. Voilà. Merci. Tout à fait. Il paraîtrait aussi qu'il aurait fait cela pour ménager l'avenir. Mais comment ça C'était ça. Attendez, messieurs, comment Sarkozy a-t-il pu recruter quelqu'un comme Buisson? Il doit se poser la même question. Là, c'est clair. Tout à fait. J'ai rien à dire. Bon, est-ce que vous vous mettez 30 secondes dans la peau de candidat municipal, de droite, l'UMP, c'est son droit le plus absolu. Déjà, il essayait d'oublier Copé. Ici, Thiraud, il a du souci à se faire, la Grand Cour a du souci à se faire de ces cas-là. Il y aurait un euro local, il y a quelques candidats UMP quand même. Hein. Oui. Ça n'est pas fait pour les arranger. Ils ont intérêt à se concentrer sur le local. Heureusement qu'ils font que du local. Oui, de parler que... Bon, ils ne vont quand même pas enlever UMP sur leur liste. Non, mais ils font du local. Comment devenir ce parti? Comment devenir ce parti? Ils vont survivre. Ils vont survivre. Tout ça ne va pas les émasculer. Tu veux dire en France ou ici? En général. Ici, ils sont déjà... Les deux, hein, que le PS ou UMP, ils sont théoriquement ici, quoi. Ils sont formellement ici. Mais je vous parle de là-bas, de notre grande patrie, la France.
Qu'est-ce que Oui, ça c'est va revient, pour hein. vivre. C'est une question de démocratie, il y a de l'opposition, donc on est dans un rapport gauche-droite. Donc de la même façon qu'il y a toujours une gauche, que ce soit le Parti socialiste qui a connu des soubresauts des années auparavant, bon, ben, c'est la droite qui vit son moment difficile. Avant d'être l'UMP, c'était le RPR. Bon, ben, ce sera toujours l'UMP ou pas. Et tout Ça reprendra. pourra reprendre un autre nom. Hein. Puis voilà. Ils aiment bien s'aborder ce le sera- RPR, voilà, on ce fait sera l'UMP. l'UMP ou pas, mais de toutes les façons, l'opposition gauche-droite, elle va Trois minutes. C'est la perdurer. droite non extrême. 3 minutes pour, parce qu'on a presque fini, 4 minutes pour nous parler de la journée de la femme, qui était une chose sérieuse. Ça t'a pas ému? Tu t'es pas senti très concerné là, Et vous, alors, je vous retourne la question. Pourquoi est-ce que la journée de la femme devrait être une affaire de femmes? Très bien. Je suis d'accord. C'est pas mes affaires, moi, je suis désolé. Ah, si. Je fais que de la politique. Ah, mais c'est excessivement politique la journée de la femme. Parce que à beauté Mais, en mais, touche. mais Gabou, Voilà. mais c'est excessivement politique la journée de la femme. C'est politique fondamentale. Je Enfin. fais la politique globale, je fais pas par secteur. C'est la sectorisation. C'est secteur-là, C'est pas par genre. Bon, vous voulez pas en parler? Bon, je Moi, veux. non, moi je veux bien en parler. Vas-y, parle-en. J'allais commencer par faire une déclaration. Oula. Liminaire. Moi j'aime les femmes. C'est bien, c'est bien. Parce que dans les temps qui courent, il faut annoncer la couleur. Bon, j'aime les femmes. Oui, absolument. D'autre part, Si on doit renforcer les portes ouvertes, on n'a pas fini. Hein. mais non, Ah non, mais c'est important, parce que C'est maintenant, il y en a important. beaucoup qui n'aiment pas les femmes. voilà. Si tu es au courant, tu n'es pas encore dans une époque bouleversée. D'autre Vas-y. part, j'ai toujours eu beaucoup de considération pour les femmes dans tous les domaines, simplement parce que j'ai appartenu à une grande maison qui s'appelle l'Éducation nationale, et que dans l'Éducation nationale, il me semble que la majorité de ces composantes sont des femmes. Et personnellement, dans ma profession, j'ai été souvent, le plus souvent, dirigé par des femmes. Et tu as vu qu'elles sont très Et je m'en capables. suis très bien porté. Et puis, en quelque part, ils ont bien gardé le système. Hein. Bon, il y a C'est pas leur faute si on quelquefois... leur a demandé de nous apprendre que nos ancêtres sont les Gaulois, c'est pas de leur faute. Bon, enfin, bon. Il y a quelquefois des difficultés parce que la femme elle-même, là je généralise exprès, la femme elle-même a tendance quelquefois à se considérer comme femme, c'est-à-dire, j'allais presque dire non normale. C'est-à-dire qu'elle pense, si on a un différent avec elle, elle pense que c'est parce qu'elle est femme. Pas parce qu'elle est directeur, Parce directrice, qu'elle personne. parce qu'elle est chiante, parce qu'elle est Voilà, autoritaire, voilà. mais parce qu'elle est Parce qu'elle est femme. On lui en veut à Parce cause que de sa de condition sa féminité, de son sa sexe. condition de Voilà. Voilà. Ouais, enfin, la journée de la femme, je dirais, c'est une nécessité, ne serait-ce que suffisant. pour le court échange qu'on peut avoir, de non-dialogue de ce côté, Oui. de réflexion gentiment paternaliste et Voilà. machiste de l'autre côté. Je l'attendais. Et c'est une nécessité, hommage à toutes celles qui se sont battues pour qu'on ait un semblant d'égalité. L'égalité, elle est loin d'être gagnée, puisque dans les revenus... je regardais un papier, je crois que c'est la Banque mondiale qui a publié ça. Ouais, les femmes qui sont, enfin, le proverbe chinois qui te dit que les femmes portent la moitié du ciel, ben, les femmes, c'est effectivement peut-être 50% de la population, c'est 66% du travail qui est produit dans le monde, mais ce n'est que 10% des revenus et 2% de la propriété mondiale. Donc ça veut dire qu'il y a, les chiffres parlent d'eux-mêmes, il y a une vraie inégalité. Dans un pays comme la France, qui est un pays de droit, avec une organisation strictement laïque, donc on n'entre pas dans des rapports différenciés en termes de genre, qu'on soit un homme ou une femme, les inégalités, elles demeurent. Donc malheureusement, il n'y a qu'une journée pendant laquelle, pendant longtemps, je me suis insurgée contre cette journée en disant mais il n'y a pas de journée de l'homme, pourquoi est-ce qu'il y aurait une journée de la femme? Absolument. Sauf qu'il y en a qui se sont battus pour que je puisse moi parler comme Ben ça. oui. Dire ça. Voilà, donc ne serait-ce qu'hommage à ça, et puis que le combat continue. Je vais- Cette année, il y a 13 femmes qui sont inscrites sur les listes, seulement 13. Ils sont tête de Ils liste. sont tête de liste, tête de liste, qui sont candidates. non, mais Parce que Qui sont pour une femme candidates. qui nous parle d'un discours paternaliste de non-dialogue, qui ne sait pas que toutes les listes sont à parité, il y a un problème. Monsieur Gallion, 13 têtes de Monsieur liste. Gallion, Reste tête de liste. Merci pour la rectification, Donc, Gabriel. Monsieur Gallion, 1300, l'émission 1300, est terminée. Il y a 1600. L'émission est terminée depuis Ça quelques aurait été minutes. dommage que je ne te laisse pas terminer Madame en beauté. Selcaldon, c'est moi qui vais terminer en beauté, en citant Lacan, qui dit que la femme n'existe pas, la femme n'est pas un tout, ni, disait-il, l'incarnation d'une essence invariable. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des êtres humains, et puis voilà.
À la semaine prochaine. Au revoir madame, au revoir monsieur, au revoir mademoiselle. Il y a des demoiselles aussi. On a supprimé ça. Il y a plus de bonheur.